Je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Migouette, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Insaniam. On travaille avec pas mal d'agilité, notre fonctionnement étonne beaucoup de monde. Et donc l'objectif va être aussi de vous expliquer un peu comment on fonctionne pour voir ce qu'on met derrière ce terme d'agilité, pour voir également ce qu'on entend par un travail d'équipe à l'ère un peu du numérique et des outils numériques, et comment on peut être un peu plus efficace et idéalement heureux dans sa vie grâce à ces outils qui sont là, à mes yeux, pour nous faciliter la vie. J'ai juste essayé de faire un petit sondage pour savoir qui est dans quelle activité à peu près. Vous allez essayer de me dire rapidement dans quelle... Vous n'êtes pas nombreux, donc ça va être le tour de table est assez rapide. Mais quelle activité vous avez et si vous estimez que le fonctionnement de votre entreprise est assez agile à vos yeux, ou si ça pourrait être un peu plus libéré. Je vais commencer de ce côté-là. Très bien. Je viens d'arriver dans la région, je suis en Ouais. recherche d'emploi et je sors de chez Ubisoft, l'entreprise jeux vidéo à Paris, Ok. et qui travaille beaucoup avec les méthodes agiles, etc. Et il y a du bon et du moins bon, et je suis là pour voir comment on fait aussi ailleurs, avec une méthode agile. Ok, on va prendre déjà ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon Ce qui est bon, je pense, ça apporte un cadre aux équipes qui ont besoin, je pense, de deadline et de points précis de livraison pour correctement avancer. Ok. Ce qui est moins bon, c'est parfois trop de rigidité là où on pourrait être un petit peu plus flexible et léger. Donc dans les méthodes agiles, tu trouves qu'il y a trop de rigidité? Parfois, Ok. je pense qu'arriver à un certain point, si le projet est trop petit ou l'équipe trop petite, les méthodes deviennent trop complexes pour quelque chose qui pourrait se faire de manière plus fluide. Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, moi, c'est pas sous cet angle-là que je vais l'aborder. Le terme d'agilité, c'est que dans le métier du web, ou du développement web, ou développement d'applications ou de jeux vidéo, il y a des méthodes qu'on appelle agiles, et qui sont en fait des process, tout bêtement. Et c'est plutôt de ça que tu parles. Moi, je n'ai pas abordé ce côté-là, on s'en inspire, mais ce n'est pas notre fonctionnement, en fait, d'avoir trop de process, ou d'avoir même des process parfois. Donc je vais prendre sous un autre angle, ça va être intéressant de voir ça. Juste pour expliquer un peu rapidement aux gens ce que sont les méthodes agiles dans le métier du numérique. En fait, ce sont souvent des process qui sont utilisés pour construire un projet au fur et à mesure avec des itérations. Et donc, au lieu de faire un gros cahier des charges très complet avec tout bien architecturé, on développe au fur et à mesure les choses et avec tout un tas de process pour effectivement pouvoir travailler en équipe. C'est pas cet angle-là que je vais aborder. Donc, du coup, ça va être plutôt complémentaire avec ton vécu chez Ubisoft. Ok, très bien. Merci. Alors, vous pouvez me couper à tout moment. Il n'y aura pas de séance questions-réponses. On est plutôt dans une grande discussion. C'est plutôt mon mode de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir à tout moment, faire des remarques, poser des questions. C'est comme ça qu'on va procéder sur l'heure qu'on a ensemble. Du coup, on va recommencer par devant. Hop. Donc, moi, je suis dans les RH et j'ai entendu parler des méthodes agiles. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus fort pour qu'on s'entende? Je suis dans les RH et j'ai entendu parler des méthodes agiles, donc je veux en savoir plus. Ok. Je vais passer un micro, du coup, comme ça tout le monde entendra bien. Ok, bah super. Et donc, dans une grosse entreprise ou J'étais dans une grosse entreprise. Merci. Ok, super. Bon, on va en parler parce que je vais aborder effectivement un peu ce sujet RH ou en tout cas équipe et un peu ma vision des choses là-dessus. Merci. Je vais faire passer du coup un micro, ça va être plus simple. Merci. Moi, j'ai créé une e-boutique en ligne l'année dernière et je cherche là en ce moment un emploi dans la communication, donc je voulais savoir un petit peu ce texte et méthode et puis connaître un petit peu ce mode de fonctionnement que je ne connais pas bien. Ok, super. Bonsoir Marc, moi je viens de l'industrie, je suis en transition actuellement en train de réfléchir à ce que je vais faire de la suite de ma carrière. Et j'ai juste abordé les méthodes agiles concrètement dans un projet de refonte de la gestion électronique des documents. Ouais, donc logiciel aussi du coup. Par contre, voilà, moi je lis beaucoup
beaucoup de presse spécialisée sur le management, les organisations, toutes les nouvelles méthodes plus ou moins à la mode. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne assez naturellement. Je suis convaincu de l'efficacité pour les projets qui ont une certaine incertitude, une certaine complexité, donc on ne sait pas forcément créer un cahier des charges simplement en début de projet. Ok, bon, c'est intéressant. On a deux personnes effectivement là, qui ont un peu de connaissances sur technique et sur ces méthodes agiles dont on va quasiment pas parler. Donc c'est vraiment intéressant, c'est cool. Bonsoir Olivier. Ouais. Je suis en reconversion du coup, dans le numérique. Ouais. Et avant j'étais dans la banque ou l'assurance, du coup c'était pas vraiment agile. Et du coup je suis venu pour apprendre les choses ce soir. Ok, super. Je veux bien que tu passes derrière du coup le... Bonsoir, moi je travaille à la CARSAT Bretagne, donc dans l'administratif, et donc on vient d'avoir un directeur qui arrive de la caisse primaire de Carcassonne, qui est assez connu pour justement avoir utilisé des méthodes agiles avec des facilitateurs, etc. Donc voilà, on est dans une première démarche pour embarquer d'abord les managers, et puis ensuite, mais ça va se faire sur pas mal d'années, quoi. Donc on est en plein démarrage. Ok, donc sur une logique un peu RH là. Oui, voilà. Ok, très bien. On va repasser dans le micro là-bas derrière. Hop. Et bonsoir, je m'appelle Laure, je travaille avec Olivier qui est à ma droite. Tous les deux, on est respectivement graphiste, web designer, photographe. On vient de créer un collectif avec notamment un développeur web, consultante en stratégie digitale. On a voué à s'agrandir, à travailler sur des commandes pour des clients, mais aussi sur des side projects, à faire venir des guests à l'intérieur du collectif pour des collaborations spontanées, voilà, non permanentes. Et il y a un moment, ça va être tellement foutoir qu'il faut qu'on trouve des outils adaptés pour savoir qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'on a acté ensemble et sur quel rythme on avance avec, voilà, de trouver une méthodologie globale mais en même temps suffisamment souple pour s'adapter à tous les cas de figure et qu'on reste sur des rails. On arrive à se comprendre aussi. Voilà. Ok, super. Alors on est un peu vraiment, on est plus dans le sujet du thème d'aujourd'hui, qui est effectivement de voir comment on peut travailler à plusieurs, tout en gardant cette liberté, parce que c'est le principe d'un collectif, hein, c'est d'avoir une certaine liberté, c'est assez intéressant. Moi, j'ai fait le choix d'une entreprise assez traditionnelle d'un point de vue, on va dire, juridique, puisque la plupart toutes les personnes qui composent l'équipe sont en contrat de travail, ou alors il y a des périodes de stage avant, mais donc j'ai pas fait le choix de faire un collectif de personnes indépendantes, mais en tout cas l'inspiration est un peu similaire, et donc c'est intéressant d'en parler. Et mon objectif est effectivement de fonctionner comme ça avec plusieurs milliers de salariés, donc les mêmes questions se posent, de savoir comment on peut faire croître une entreprise tout en gardant de l'autonomie, de la liberté et beaucoup de souplesse et d'agilité. En tout cas, ce qui fait le fruit de l'intérêt du départ, de la création, soit du collectif, soit de l'entreprise, pour en tout cas persévérer dedans. Bonsoir. Installez-vous, il y a de la place devant, il y en a un peu derrière. Bonsoir, moi du Bonsoir. coup c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise, du coup je suis donc consultante. Et donc je suis amenée à travailler avec d'autres entreprises. Et donc c'est comment on fait pour travailler ensemble, pour garder chacun son identité, mais en même temps avoir à un moment donné une identité commune pour répondre à un appel d'offres. Ok. Voilà. Ok, super. Alors, juste pour vous expliquer, chacun présente un petit peu son secteur d'activité et détermine si dans l'entreprise actuellement vous vous estimez être agile ou pas. Dans votre fonctionnement. C'est juste en deux phrases. On va vous passer un micro. Bonjour. Bonjour. Moi, je travaille dans une société d'import de chaussures, d'école de chaussures, sur Fougères. Je suis chef de projet informatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille pas trop en mode agile. On travaille sur des projets plutôt chacun a ses projets, donc on est plutôt seul. On travaille plus en équipe en fait aujourd'hui. Ok. Voilà. Bonjour, pas grand chose à ajouter parce que je travaille avec mon collègue qui est juste à ma gauche. Donc, ok, c'était bon plan de le laisser parler avant. Voilà. Oui,
Bonjour, Jean-Michel. Je suis en reconversion dans le web, donc j'ai entendu parler des méthodes agiles. Vous n'allez peut-être pas parler de ça. Non, très peu, oui. Et je voulais aussi savoir, aussi dans le cadre du web que dans un milieu associatif, est-ce que vous pouvez s'appliquer à un travail en milieu associatif, que ça rapproche. Oui, ça s'adapte à tout travail en équipe, donc oui. Moi, je viens du domaine juridique, puisque j'étais avocate. Et là, je suis aussi en reconversion. Je crois qu'on est pas mal. J'ai répondu à une offre d'emploi en tant que facilitatrice. Ok. Et je trouvais que c'était intéressant, justement, quand j'ai vu travailler avec agilité et pas méthode agile, je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que dans le terme, effectivement, j'ai bien fait attention de ne pas utiliser la méthode agile, parce qu'en fait, je ne vais pas parler de méthode. On est plutôt dans une logique d'échange et de témoignage que de donner une méthode très théorique. C'est pas mon choix. Bon, bah, super alors. Oui, moi aussi. Bonsoir, je m'appelle Charlotte et donc moi je travaille dans la finance et c'était un peu pour répondre aussi aux questions parfois de mes clients. Bonsoir, donc moi je m'appelle Fanny, je travaille aussi dans la banque, dans la finance, comme Charlotte, et moi je suis là par curiosité. Ok, super. Bonsoir, Noémie. Moi je suis nouvellement en recherche d'emploi, j'étais dans une école d'informatique, je travaillais pour une école d'informatique, donc j'entendais souvent parler de méthode agile, mais je n'utilisais pas forcément au quotidien, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ok, top. Et une dernière. Moi c'est Yannick, je travaille dans la même société que les deux retardataires derrière moi. Et ben voilà, Philippe te dit. Et voilà. Ok, super, merci. Est-ce que chez Google vous êtes agile? On essaye. Tu veux t'exprimer? C'était quoi la question? La question c'était de présenter rapidement dans quelle activité tu te situes. Et si tu estimais que c'était agile ou... Enfin, voilà. Alors moi c'est Antoine, je travaille pour Google ici à CNRD Numérique et j'ai une entreprise aussi de formation. J'organise des formations en freelance. Et ici au sein de Google, est-ce qu'on est agile? On va dire qu'on essaye d'être agile, on essaye de recueillir un maximum de feedback et d'avancer en équipe projet. Après sur un lieu comme ça c'est difficile, mais sur les équipes de Paris on essaie d'être plus ou moins agile. Après, en fonction des volumes et effectivement des équipes, et en fonction surtout des projets, on essaye d'adopter des différentes méthodes agiles. Et sur la partie ingénieur, sur des méthodes aussi, Scrum et d'autres méthodes agiles. Voilà. Et du coup, sur ta partie freelance, ouais. Tu travailles avec d'autres freelances? Oui. Et vous essayez d'être, je suppose, je connais un peu la réponse du coup, mais... Oui, on essaie d'être agile. Après, c'est pas forcément facile avec tout le monde. Tout le monde n'a pas les bonnes méthodes d'agilité, mais effectivement, avec sur ma partie organisme de formation, on essaie d'être agile. Ouais. Ok, merci. Merci. Donc n'hésitez pas à me couper à tout moment si vous avez des questions. Moi, je vais vous parler du coup plutôt d'un retour d'expérience. Donc, je viens également d'une formation juridique comme vous. Personne n'est parfait. Et oui, non, mais on peut en être fier, effectivement. Mais sur l'aspect agilité, on va dire que c'est pas dans le métier ni d'avocat ni dans le milieu juridique qu'on va être agile. Moi, j'ai créé ma première société. J'étais encore en fac de droit. Et c'était une société, enfin j'y suis encore, c'est une société qui fait du développement web et des outils d'apprentissage du code informatique. Et donc ça a été un petit peu le choc, on va dire, de deux mondes entre une entreprise très virtuelle, puisque alors, mon associé, je l'ai rencontré sur Internet. Je suis associé avec lui depuis 2011. Je l'ai vu 5 fois, je crois. Aujourd'hui, on a embauché quelqu'un en CDI en 2011 également que j'ai jamais vu et que lui n'a vu que cet été, donc depuis 2011. Quand je parle d'agilité, ça se concrétise également par le fait de ne pas forcément se voir, de ne pas forcément avoir des locaux. Pour moi, ce n'était pas logique d'avoir des locaux, ça n'a jamais été logique d'avoir des bureaux ou des locaux, alors que pour beaucoup de personnes qui vont entreprendre, avoir un bureau peut paraître juste
normal, presque le b.a.-ba, c'est-à-dire on immatricule sa société, on va chercher un bureau, un local pour pouvoir recevoir des gens, la machine à café et tout ça. Moi, la machine à café, oui, mais chez moi. Et les locaux, pas forcément. Et donc, du coup, juste pour illustrer déjà le point de départ a été que j'ai simplement fait une rencontre de quelqu'un par Internet. Cette personne-là, on est devenus associés. On ne s'est pas forcément beaucoup vus, mais on a quand même travaillé ensemble. On a embauché des gens à distance. Et des fois, on les a vus. Ça nous est arrivé. Et donc, il a bien fallu trouver des méthodes pour travailler comme ça à distance, pour communiquer également avec les banques à distance. Il y a des banques qu'on n'a quasiment jamais vues. Il existe des banques en ligne, mais à l'époque, c'était pas, des banques un peu plus mobiles ou pour entrepreneurs en ligne, mais en 2011, ça ne courait pas les rues. Donc, en fait, on a juste ouvert un compte. Et puis, comme on a travaillé tout de suite, on n'a jamais demandé de financement. Du moment que la carte bleue fonctionne et qu'elle est renouvelée régulièrement, ça nous va à peu près. Et à côté de ça, on a trouvé un expert comptable qui va piocher l'ensemble des documents dans un cloud à distance. On scanne, il a tout et on le voit aussi jamais. Voilà. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, celui-ci qui est dans cette société-là. Et donc, en fait, par agilité, déjà pour commencer, moi, je le détermine par le fait d'être au moins mobile à souhait, c'est-à-dire de pouvoir être ici, mais également à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Dans cette même société, on a un développeur web qui est parti vivre, je crois, 4 ou 5 ans au Cambodge. Il y avait juste à gérer le décalage horaire. Mais en soi, ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Dans Insaniam, donc, qui est la société que je dirige actuellement, on a quelqu'un de l'équipe qui est parti en 15 jours vivre à Marseille et qui est revenu quasiment avec un délai aussi rapide, travailler à Rennes, et ça n'a pas forcément posé de problème. Ça n'a pas dérangé ni l'organisation de l'entreprise, ni son travail, en tout cas au quotidien. Donc c'est aussi ça, être agile, c'est pouvoir avoir quelque chose qui en fait pourrait paraître juste quasi impossible dans une autre entreprise, ou alors avec des délais beaucoup plus importants. Si demain dans une banque, on veut aller être muté à l'autre bout de la France, les délais, c'est pas 15 jours, je pense que c'est un peu plus long. Je ne connais pas exactement les délais de mutation dans une grosse entreprise, mais c'est certainement moins rapide. Et donc déjà derrière agilité, c'est l'agilité de la gestion de son travail. Donc où on travaille. Est-ce qu'on travaille chez soi? Est-ce qu'on travaille, donc comme moi c'est mon cas, je suis souvent chez moi ou chez des clients, comme c'est le cas de David qui fait des vidéos chez nous et qui est plutôt chez lui, ou alors quand il fait une vidéo en tournage, il va tourner chez le client. Ça peut être également être dans un espace de coworking au choix, ou alors ça peut être avoir un bureau dans un endroit, comme c'est le cas de François qui est derrière aussi, et voilà, qui fait la princesse avec sa main, et du coup qui est dans une entreprise rennaise et qui a un bureau, qui a un espace dans une autre entreprise, voilà, parce que c'était son choix. Donc c'est aussi ça, derrière l'agilité, je mets aussi le terme de liberté, c'est la liberté de chacun de travailler où il le souhaite, déjà pour commencer. Donc chez soi, chez un client, alors où il le souhaite toujours, il y a toujours des limites à la liberté n'est jamais absolue, à partir du moment où ça permet à l'entreprise de répondre à ses objectifs, alors qu'ils sont chez nous des objectifs de croissance et de satisfaction du client. Mais à partir de là, dès que les objectifs sont remplis, eh bien, on peut effectivement avoir la liberté de faire de nombreuses choses. Donc c'est déjà travailler à un endroit que l'on souhaite. Donc pas de lieu, c'est comme ça déjà que chez nous ça se caractérise. Pas d'horaire également. Chacun travaille quand il le souhaite, à peu près, du moment que toujours ça remplit les conditions que j'ai énumérées, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'entreprise et la satisfaction de nos clients. Et donc ça permet effectivement de travailler à 8h, 9h, 7h le matin ou en pleine nuit. Moi, j'ai envie de dire, je m'en fiche un petit peu quand les gens travaillent, du moment que ça ne perturbe pas l'ensemble de l'organisation ou de la relation avec les clients. Effectivement, fixer des rendez-vous à 1h30 du matin à des clients, je pense qu'ils vont avoir un peu de mal, mais certains l'ont, enfin moi je l'ai déjà fait, donc certains clients sont très heureux de pouvoir avoir un rendez-vous tard le soir ou la nuit, mais c'est plutôt rare. En règle générale, je suis assez libre entre minuit et 2. Mais sinon, c'est de fixer, de gérer son temps comme on l'entend. Ça peut être effectivement avoir des journées qui vont être plus longues à un moment, parce que ça peut être un souhait.
pas forcément parce que l'entreprise en a besoin, mais ça peut être un souhait pour se dégager un jour un peu plus libre dans la semaine. Ça peut être également, alors il faut savoir du coup que quand on a une entreprise comme ça, forcément les 5 semaines de congés payés sont des vraies semaines de congés payés, puisqu'on ne pose jamais un jour pour aller chez le médecin, on ne pose jamais un jour ou une demi-journée pour tel rendez-vous important. En réalité, vu qu'on organise un peu son temps comme on le souhaite, les congés payés sont des vrais congés payés, quoi. Ce n'est pas des congés, on va dire, qui peuvent aussi à un moment donné répondre à des obligations d'aller à une administration qui est ouverte entre 13h et 15h le mardi après-midi. C'est un petit peu ça l'agilité pour moi derrière le mot agile. Il y a vraiment, avant de parler des méthodes agiles et de ces choses-là, c'est plutôt d'agilité d'un point de vue humaine. Et donc c'est en ça où on est plutôt du côté RH dans ma vision des choses. C'est-à-dire que c'est déjà donner de la liberté à chacun. Derrière, donc pas de lieu, pas d'horaire. Et l'autre mot que je cache derrière l'agilité, c'est aussi forcément pas de hiérarchie traditionnelle, il n'y a pas de pyramide avec un responsable qui est un autre responsable et un responsable du responsable. Enfin, tout ça, c'est complètement absurde pour être agile, parce que si on a une structure qui est bien rigide et bien verticale, c'est compliqué derrière d'être souple et d'être sur plusieurs projets à la fois ou d'être sur... de faire plusieurs choses. Je pense qu'Antoine, toi, tu es assez slasher. Ouais. Tu peux définir ce mot? Un slasher, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui exerce plusieurs activités qui peuvent être complètement différentes. C'est-à-dire, le lundi, mardi, on va faire des réseaux sociaux. Le mardi, on va faire du design, du montage vidéo. On a plusieurs domaines de compétences, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir une hiérarchie qui est rigide avec un responsable de com. Dans le responsable de com, il y en a un qui est comme web, comme événementiel, comme papier, comme machin, voilà. Dans le com web, il y en a un qui va être responsable des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y en a un qui va être responsable de Facebook. Sur Facebook, il va être responsable de produire uniquement le contenu vidéo. Enfin bon, au final, on se retrouve à être très spécialiste. C'est un peu à ça qu'on peut opposer slasher, c'est spécialiste, je pourrais dire, ou spécifique, en tout cas monotâche. C'est moins joli, monotâche, on va dire. On va dire spécialiste pour être un peu plus sympa. Et donc, du coup effectivement, derrière l'agilité, il y a aussi ça que je sous-entends, qui est l'idée, on n'est pas dans une branche bien déterminée, avec un rôle bien déterminé, et faire tout le temps la même chose tout au long de sa journée ou tout au long de sa vie, professionnelle en tout cas. On est plutôt dans le matin, je vais être sur tel projet, à faire peut-être du graphisme. L'après-midi, je vais être sur un autre projet à faire des missions RH. Et peut-être que le lendemain ou le soir, je vais être à une soirée réseau et je vais faire du commercial. Et donc on est aussi là-dedans. Donc ça nécessite d'être très souple dans son fonctionnement. Ça nécessite également de pouvoir jongler d'une tâche à l'autre. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément aptes à vouloir faire plusieurs choses à la fois, parce que c'est tout sauf sécurisant d'être sur plusieurs tâches. C'est très sécurisant d'être dans une hiérarchie, de savoir exactement ce que l'on a à faire, de devoir rendre des comptes et de remplir les cases, et presque de sortir de sa journée de travail en ayant l'esprit un peu plus léger, alors qu'effectivement, quand on jongle sur plusieurs choses, il y a plus de choses à forcément penser. Et donc, qui dit liberté, dans la balance, dit forcément responsabilité, et donc il faut que ça soit équilibré pour que ça fonctionne. Et on ne peut pas décréter la liberté pour tous, dans une entreprise, en tout cas, à mes yeux. Et donc c'est pour ça que forcément une entreprise qui est agile est une entreprise qui est, à mes yeux, un peu moins tolérante, puisqu'elle ne permet pas à tout le monde de rentrer dans ce fonctionnement qui est inhabituel et qui surtout ne correspond pas à l'éducation qu'on peut avoir dans le système éducatif classique, avec une autorité, avec tout un tas de choses déterminées. En tout cas, c'est le constat que moi j'en ai fait. Je ne sais pas si tu partages un peu cet avis. C'est le constat que j'en ai fait après avoir vu passer pas mal de monde dans ce fonctionnement. Il y a des gens qui simplement n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, hein, c'est que c'est plus compliqué pour eux d'être dans... Il y a un manque de repères, il y a tout un tas de choses qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. En tout cas, dans un fonctionnement, comme je disais, sans lieu de travail, sans horaire, et en étant multitâche, sans
sans hiérarchie traditionnelle. Pour moi, la hiérarchie chez moi, c'est... Alors, je dis hiérarchie traditionnelle parce qu'il y a quand même des hiérarchies, mais elle est mouvante. Chez nous, la hiérarchie, c'est comme un conte de fées. Ça commence bien quand c'est dit comme ça. Il y a un « il faut ». Il faut qu'on fasse telle chose, qui peut émaner de la loi, qui peut émaner de raisons financières pour l'entreprise, de tout un tas de choses. Et sur ce « il faut », il y a un héros qui est nommé, qui doit surmonter la mission, qui doit aller au combat. Ce héros nommé, ou qui s'autonome d'ailleurs, aura des magiciens qui vont l'aider et devra affronter différents dragons et obstacles. Ça, c'est quasiment tous les contes sont comme ça. Alors, c'est pas de moi, hein, ça a été théorisé par plein de gens. Et moi, j'ai vu un consultant qui nous l'a expliqué, notamment dans une politique de changement, en règle générale. C'est comme ça qu'il illustre les choses. Donc, si on prend un conte traditionnel, ou même une histoire de type James Bond, vous allez avoir, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est M, je crois, c'est M, merci. Je manque un peu de culture sur James Bond, mais donc c'est M qui dit il faut aller remplir telle mission. L'agent 007 est nommé en héros. Il a des magiciens qui vont l'aider, comme c'est Q, merci. C'est Q qui va l'accompagner et qui va lui donner tout un tas de gadgets, et donc il va être magicien pour lui. Et après, il y a plein de dragons. Alors dans James Bond, c'est souvent des femmes, mais il y a plein de dragons qui vont l'empêcher d'aller réussir sa mission. Et bien en fait, quand on fait des tâches chez nous, nous on l'imagine, on l'illustre de la même façon. Il y a un il faut qui est arrivé à nous, qui est un il faut législatif, c'est-à-dire qu'on est organisme de formation également, comme Antoine. Et en étant organisme de formation, on a dû remplir une obligation qui était d'être Datadoc. En fait, c'est de pouvoir permettre à nos clients d'avoir des financements. Et donc, il y a une personne chez nous qui s'occupe essentiellement de toute la paperasse, parce qu'on ne peut pas y échapper, malheureusement, toute la paperasse administrative et qu'on vient de voir passer de dos. Et du coup, elle est arrivée et il faut qu'on soit Datadoc. Bon, c'est la loi qui nous l'impose si on veut continuer à faire des formations. Donc, c'est elle qui a été nommée héros. Elle y connaissait presque rien à la formation professionnelle puisqu'elle était chez nous depuis à peu près 15 jours et qu'elle venait d'un autre monde complètement différent. Et en fait, donc, elle a dû surmonter cette mission et elle avait des magiciens. Alors, comme magicien, elle avait l'expert comptable. Elle avait des personnes dans notre entourage qui étaient habituées à faire de l'administratif sur des dossiers de formation. Elle avait tout un tas de personnes qui sont des ressources. Et puis après, les dragons chez nous, dans ce cas-là, c'était l'administration ou les différentes administrations. Et donc, en fait, en réalité, elle peut être sur telle mission héros, donc au-dessus de la mêlée, et moi, qui étais dirigeant, j'étais plutôt magicien, je lui apportais des ressources. Et à d'autres moments dans la journée, c'est l'inverse, c'est elle par exemple qui va faire de la paperasse et donc qui va être le magicien de quelqu'un d'autre. Et donc on a illustré de cette façon-là, pour pouvoir travailler à plusieurs, et pour répondre du coup à votre question, une façon par mission et par projet d'avoir des gens qui ont une certaine responsabilité et d'autres personnes qui sont plutôt ressources sur tel ou tel projet, avec un niveau de zoom plus ou moins important. Et donc c'est pas forcément... Alors c'est très du coup... modulable et on n'est pas dans une logique où les gens vont être dominants des autres par leur expérience, par tout un tas de choses en fait. Non, parce que là on peut être héros après 15 jours de présence dans l'entreprise très facilement. Il y a pas de, voilà, on n'a pas cette logique-là. Alors ça vient après poser tout un tas de problèmes, là, je vais parler à la RH, mais tout un tas de problèmes avec comment on détermine quelqu'un de cadre ou pas cadre chez nous. Comment on règle effectivement les questions de rémunération, tout un tas de choses en fonction de la convention collective, puisque tout le monde chez nous est consultant en stratégie, c'est plus simple à gérer. Et puis après, il y a plusieurs questions effectivement qui vont plutôt être des questions RH, c'est comment on arrive à respecter le droit et les différentes conventions collectives avec des méthodes qui sont un peu à l'opposé. On est plutôt mouvant, on est assez mouvant. C'est ça aussi derrière le mot agilité que je souhaite mettre, c'est le côté
de ne pas rester tout le temps dans une même logique et de pouvoir passer d'un lieu à l'autre, d'un projet à l'autre et d'un horaire à l'autre. C'est un peu ça. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais, ça vous parle? Ça pose beaucoup de questions quand même. Enfin, ça pose d'énormes questions. Votre idée du conte de fées, pourquoi pas? Ouais. Après, il y a des magiciens qui à un moment donné vont devenir sorciers parce qu'il peut y avoir. Moi, je suis plutôt d'accord avec l'horizontalité. Après, on sait tous que les contes de fées, ils terminent plus ou moins bien en tout cas. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont vouloir prendre le pouvoir. Ouais. Donc il y a des gens qui peuvent. Il peut y avoir une sorte de responsabilité parce que, par exemple, sur un thème en particulier, la personne, on sait qu'elle peut avoir une compétence particulière qui fait que, a priori, le groupe peut la nommer responsable ou s'autonomer. Pourquoi pas. Mais il y en a d'autres qui, à un moment donné, vont dire ah bah oui, mais moi. Il y a tout ça aussi qui se joue dans. Donc voilà, comment c'est juste. Comment on apporte cette culture de l'agilité, comment on arrive aussi à faire en sorte que chacun y trouve sa place. Parce que vous parliez tout à l'heure quand on est chef d'entreprise, c'est clair qu'on doit savoir a priori tout faire. Donc vous parliez du côté RH, du côté consultant, du côté expert, du côté. Voilà. Mais je ne parlais pas du chef d'entreprise, je parlais de tout le monde. Quand on monte une entreprise, en tout cas, voilà. Et quand on a d'autres qui travaillent avec nous, qui ont aussi monté leur entreprise, on a aussi des logiques économiques. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Comment on fait? Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de limites à ce fonctionnement-là. J'ai dit que ce n'était pas un fonctionnement universel. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas du tout une méthode. C'est-à-dire que je n'ai pas donné schéma 1, étape 1, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de méthode. J'explique juste comment nous on fonctionne. Et effectivement, il y a de nombreuses limites et il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas capables d'y être, ou alors, c'est la magie de l'humain, qui peuvent y être à un instant T et 2 ans plus tard ne pas y être pour plein de raisons. Typiquement, dans les limites que l'on a pu avoir, donc c'est des gens qui ne supportent pas la liberté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'ils ont besoin d'un cadre et tout ça. Donc ça, c'est une première limite facilement identifiable. Généralement, celle-ci, on la voit assez vite. Il y a une autre limite, effectivement, que vous avez évoquée, qui est que il y a des gens qui vont vouloir avoir du pouvoir. Mais quand il n'y a pas de hiérarchie, c'est compliqué. Et moi, je l'ai vu souvent, c'est qu'on est à l'embauche, les gens sont très heureux de ne pas avoir ce sentiment de domination et de hiérarchie et d'autorité, etc. Mais souvent, après 1 an, 2 ans, il peut y avoir une certaine frustration de ne pas se sentir une évolution et donc du coup de dominer une évolution qui se concrétiserait dans l'esprit collectif par j'encadre d'autres personnes parce que j'ai plus d'ancienneté, parce que j'ai 10 ans d'expérience dans le web, et donc il y a tout un tas de raisons qui font qu'on pourrait penser que quelqu'un qui vient d'arriver dans une entreprise devrait être sous une autorité, quelconque. Et effectivement, ça c'est problématique. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un commence à être dans cet état d'esprit-là, à mes yeux, la seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'il quitte l'entreprise. Et qu'il quitte du coup le collectif dans votre cas, s'il y a des conflits d'ego ou s'il y a des conflits de vouloir dominer l'autre. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la philosophie de l'entreprise. Et en soi, pour moi, ce n'est pas un problème que la personne quitte l'entreprise dans ce cas-là. Mais la question de l'ego est très compliquée à gérer. Très, très compliquée à gérer, mais c'est une question qui est très humaine, en fait. Qui est très humaine et surtout très variable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un instant T, encore une fois, mais pour plein de raisons, vont s'y retrouver. Et à d'autres moments, effectivement, ils vont vouloir, par des besoins de sécurité, pour plein de raisons, il y a l'ego qui va s'exprimer et ils vont rentrer en conflit avec la philosophie de l'entreprise. Nous, on s'est posé la question en septembre dernier, après avoir eu quelques soucis internes, RH, avec des anciens salariés, de se dire quel chemin on prend. Est-ce qu'on se normalise en mettant plus de process, plus de règles, etc. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui déteste les process et les règles. Donc, en règle générale, les process et les règles n'émanent pas de ma part, mais émanent de l'équipe. Et diront que chacun est libre de mettre les process qu'il souhaite. Donc, tout le monde est content avec. Mais moi, je les déteste. Et ce qui est quand même assez... Ce qui étonne pas mal de la part d'un dirigeant, mais je déteste les process. Et par contre, soit donc on se normalise, on en met plein,
et on sécurise les choses, soit on se dit, on a une philosophie et on est moins tolérant avec les gens qui viennent la mettre en danger ou qui viennent mettre en danger l'écosystème qu'on a créé. Et on a plutôt pris ce chemin-là, donc, qui est, dès que quelqu'un vient perturber notre fonctionnement et notre écosystème, c'est qu'il ne peut plus travailler avec nous. Et c'est un risque qui est pris, en fait. Voilà. Ouais. Je vais faire l'avocat du diable, mais pour avoir travaillé dans un contexte avec beaucoup de personnalités différentes, etc., la frontière est souvent mince entre mettre du sable dans les rouages ou aller à l'encontre d'une organisation, etc., et donner son avis en pensant être dans la droite ligne des bonnes choses à faire pour le projet, etc. Grosso modo, en tant que chef de projet, j'ai toujours abouti à la nécessité de trancher entre des experts métiers qui étaient tous de bonne volonté, qui n'y a pas de souci, organisation horizontale, pas de hiérarchie, pas de problème. Mais à un moment donné, pour pouvoir shipper, pour pouvoir livrer, il faut forcément à un moment donné prendre des décisions. Dans une organisation comme la vôtre, donc non pyramidale, le jour où il faut prendre une décision, ça se passe comment? Jusqu'à maintenant, on a rarement eu de problème sur la prise de décision. Et moi, je tranche en cas de nécessité absolue. Voilà. Ouais. C'est pas pyramidal, mais il y a quand même une organisation qui en tant que responsable de la société, finalement, le dernier mot revient. Non, c'est pas le dernier mot qui me revient. C'est si, en réalité, c'est pas moi qui vais contrôler pour voir si ça fonctionne, mais s'il y a un problème, eh bien, les personnes qui ont le conflit viennent me chercher plutôt comme un arbitre. On va plutôt le prendre comme ça. Mais si je suis au courant d'un problème, c'est qu'en fait, il est presque déjà trop tard. Donc, vaut mieux faire en sorte que ce soit réglé avant. C'est préférable. Maintenant, il y a plein d'exemples. Typiquement, le défi de cette année pour nous, c'est qu'on remette à plat le système de rémunération dans l'entreprise et que tout le monde se mette d'accord dessus. Et moi, je n'irai pas à l'encontre de ce système-là. Donc, le système qui sera adopté par je donnerai mon avis, mais le système qui sera adopté par la majorité de l'équipe sera appliqué. Et si ce système-là met en péril l'entreprise, je la placerai en dépôt de bilan. Donc ça oblige à tout le monde d'être responsable, tout bêtement. Juste pour rebondir justement sur les conflits ou le besoin potentiel d'avoir à trancher sur des désaccords, est-ce que tu fais grandir tes équipes? Tout le monde entend? C'est juste une question. Vous entendez derrière? Ouais, ok. Est-ce que tu as mis en place, tu as proposé au moins à tes équipes de suivre des formations pour développer leur intelligence émotionnelle, faire de la communication non violente, ou ce genre de choses qui peuvent permettre justement d'avoir moins de friction dans une équipe de personnalités différentes et qui peuvent être tout à fait en désaccord? J'ai l'impression d'être sur une autre planète en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de friction en réalité. On en a eu, hein, mais on n'en a pas beaucoup. Franchement, c'est pas ce qui nous, c'est pas le principal problème chez nous. En plus, je pense que le télétravail aide à ça. C'est-à-dire que nous, on se voit peu, très peu, vraiment très très peu. Mais quand on se voit, on est content de se voir. Et après on ne subit pas les humeurs de chacun. Je pense souvent le même exemple, c'est-à-dire que vous avez peut-être tous été un peu étudiants à un moment, et vous l'êtes peut-être encore pour certains ou certaines, mais quand on commence à sortir de l'adolescence pour aller à la fac, alors sauf ceux qui étaient à Rennes et qui sont restés chez leurs parents pendant leurs études, mais pendant les études, quand on est souvent avec ses parents, il y a souvent beaucoup de conflits au quotidien. Puis quand on revient que le week-end ou que une fois par mois ou un truc comme ça, il y a tout d'un coup beaucoup moins de conflits. Dans notre fonctionnement en télétravail, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le fait de ne pas se voir tout le temps, le fait d'avoir beaucoup d'autonomie, de fonctionner avec des équipes un peu plus restreintes et de ne pas forcément se voir physiquement, je pense que ça atténue les conflits. Donc on n'a pas eu en tout cas ce problème-là. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu. Après, moi, pour clarifier, quand je parlais de prise de décision, évidemment, travailler dans une entreprise, on tombe sur des cas en effet de plus de gestion d'ego, comme vous disiez, mais dans un cas complètement différent aussi,
deux experts métiers qui débattent sur un sujet technique peuvent aboutir à des frictions dans le sens ces deux personnes ne sont pas d'accord, mais on n'est pas du tout sur de la gestion d'ego ou de personnalité. C'est deux personnes qui débattent sur une solution. Donc je considère plutôt même, moi j'appréciais ces moments justement qu'on appellerait friction, parce que ça aboutissait à discuter de la meilleure solution à mettre en place et probablement d'arriver à une meilleure solution que si tout le monde avait été d'accord en fait dès le départ. Donc parce que là du coup tout peut très bien se passer, mais peut-être aussi que parfois quand ça se passe moins bien et qu'on arrive à on peut avoir des désaccords. Voilà, c'est que ça nourrit aussi. Il peut y avoir des désaccords. Et je ne fais pas la promotion de la censure, bien au contraire. Chez nous, on peut tout dire. C'est-à-dire que jamais il y aura de sanctions pour avoir dit un truc. Vraiment. Donc, on peut même dire que moi, si j'ai un de mes collègues qui vient de me dire demain tu me fais chier, ok, très bien, c'est pas un souci. Enfin, il n'y aura pas de sanction là-dessus. Par contre, il faut s'attendre à ma réponse qui peut être aussi violente. Enfin, moi, si la personne en face de moi a le droit de dire ce qu'elle veut, j'ai le droit de dire ce que je veux. Et ça va dans les deux sens. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pu avoir des fois des certitudes et j'ai des collègues en moi qui me disent non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Bah, ok, c'est pas un problème. Exprime-toi et donne ton avis. Et à partir de là, on a toujours été assez intelligent pour qu'au final, il y ait du débat, il y ait des désaccords. Mais je n'irais pas dire que c'est une friction dans le sens que ça bloque l'entreprise, en fait. Après, tout ça, ça nécessite quand même. Enfin, toi, la manière dont tu en parles, ok. Enfin, moi, je suis d'accord. Enfin, carrément. Mais là, pour moi, c'est désolé, hein, mais c'est du blabla. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, je vais faire un stage dans son entreprise, je regarde comment vous agissez. Il y a bien un moment donné, comme pas des process, je suis d'accord avec toi, mais il y a bien, tu vois, on parlait, je sais pas, de communication non violente ou d'autres choses, mais il y a bien, tu vois, je veux dire, tu utilises bien des outils, tu utilises bien une oui, j'utilise bien les outils, oui. Tu dis pas juste ce matin, tu dis pas juste à tes collègues, de toute façon, on peut tous dire, moi aussi, dans ma vie quotidienne, je dis, mais évidemment, on se dit tout, quoi, enfin, tu vois, c'est, voilà. Et j'ai pas on se dit pas tout d'ailleurs, j'ai pas dit qu'on se disait tout, mais on peut. D'accord, non, mais il n'y aura pas de sanction. Tu vois, derrière, je vois le conseil en stratégie, du coup, donc, qu'est-ce que tu aurais envie de nous apporter là pour que derrière, on se dise, par rapport à enfin, c'est pas des problématiques, mais aux questions qu'on peut se poser, avec quoi on peut repartir en se disant, ah ouais, putain, ça c'est une bonne idée, ou tiens, oui, je vais aller creuser cette thématique-là. Après, on va parler d'outils, si tu veux. On peut parler d'outils, c'est pas un souci. Effectivement, on est sur du blabla parce que c'est quand même plus facile d'expliquer une philosophie en l'expliquant avec des mots. Le reste, ce sont que des outils. C'est-à-dire que les outils que je vais te montrer, on les utilise parce qu'ils sont très utilisés dans le web, mais ça reste des outils. Et avec des outils, tu peux... Pourquoi je fais du blabla? Parce que ce sont les mots, ce sont les valeurs, ce sont les motivations qui font que les hommes derrière utilisent les outils de telle ou telle façon. Avec une voiture, tu peux écraser une personne, comme tu peux emmener quelqu'un d'autre d'un point A à un point B. Bref, et donc du coup, je peux parler des outils qu'on utilise, nous, mais pour moi, les outils sont absolument pas... Enfin, d'ailleurs, entre mes deux structures où j'ai travaillé et où on a un peu... Il y a plus d'agilité, on est un peu plus extrême dans Insaniam, mais on n'utilise pas forcément les mêmes outils, pas forcément les mêmes... D'ailleurs, pas du tout les mêmes process. Enfin, c'est très, très différent dans les outils. Et pour autant, ça fonctionne. L'outil n'est qu'accessoire à mes yeux, mais je peux en parler, effectivement. Je peux en parler pour que derrière, vous repartiez avec des choses que vous pouvez appliquer chez vous. Typiquement, dans les outils, nous, c'est assez clair. On n'utilise pas de mail entre nous, sauf des copies. Si on répond souvent à nos clients par mail, mais entre nous, on ne va pas s'envoyer des mails. Moi, ça fait le même effet que si je recevais un courrier. Ou un recommandé si j'avais un mail direct qui était formel en me disant bonjour Alexandre. Enfin, je trouverais ça très bizarre en fait. À tel point que ma collègue qui s'occupe des factures et notamment tout ce qui est un peu administratif chez nous a reçu une fois un mail qui semblait être envoyé de mon adresse mail, qui demandait de faire un virement et tout ça. Et en plus en la vous voyant, alors là du coup, pourquoi il m'envoie un mail pour payer un truc en me vous voyant quoi. Et c'était bien fait, techniquement, c'était bien fait. On a l'impression que ça partait de mon adresse mail. Enfin, bref, donc les arnaques aux dirigeants très traditionnelles. Et donc elle était très étonnée et elle m'a demandé tout de suite. Et donc du coup, il y a peut-être d'autres personnes, les virements auraient été faits en temps normal, j'en sais rien, mais du coup c'était assez drôle. Donc on ne s'envoie pas de mail, c'est un premier réflexe. On a commencé au début en utilisant du Skype pour parler et comme messagerie.
On a même été sur Insaniam quand on était que 2 ou 3, quand on était 3 ou 4 même, à utiliser du Facebook, des messengers, le messenger de Facebook. Le truc en termes de sécurité, on est très bien. Mais à 3-4, quand on démarre une entreprise, voilà, ça passe. Donc en fait, les outils, c'est modulable. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où donc les mails sont tournés vers l'extérieur ou alors on se met en copie des mails. Derrière, on a une messagerie en ligne qui est utilisée mais par plein d'entreprises, plein de startups, qui s'appelle Slack, qui a l'avantage de pouvoir organiser les conversations de manière professionnelle. Je ne sais pas qui connaît Slack ici. Alors, qui ne connaît pas Slack? C'est plus simple. Ok, super. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Je crois que ça a été fait par le fondateur de Twitter, ou un des fondateurs de Twitter. Alors, c'est une messagerie en ligne qui, je vais plutôt mettre une capture d'écran, qui permet d'avoir des conversations. On va mettre n'importe laquelle. Hop. Tout le monde voit bien. Alors, qui permet d'avoir en fait des conversations par chaîne de discussion. Donc nous, on a des discussions sur la communication de la boîte, sur tout un tas de sujets. On doit avoir 50 chaînes différentes. On a des messages directs entre nous, si on a besoin de s'envoyer des messages. Et puis après, on a aussi des robots qui nous envoient des trucs. Alors typiquement, quand il y a un anniversaire qui arrive, tout le monde, le petit robot prévient tout le monde qu'il y a un anniversaire qui arrive. On a tout un tas de fonctions où, par exemple, on peut par exemple, faire des sondages et donc en quelques clics voir comment, par exemple, on tranche des décisions. Une des solutions, c'est de faire un sondage, par exemple. Donc, quand on n'est pas d'accord sur un truc, voilà, on pose une question, oui, non, et puis on départage comme ça. Voilà, ce sont des méthodes en tout cas. Et donc, dans cet outil-là, on peut intégrer tout ça. Et c'est utilisé par de nombreuses entreprises. Ce sont des outils de messagerie directe, en tout cas. C'est compatible sur tous les téléphones, c'est sur navigateur et sur tous les appareils. Donc, voilà, donc ça répond un peu à la question du conflit ou de départager des choses. Par la question ou le sondage, on peut le faire. Donc ça, c'est plutôt, des discussions, on va dire, instantanées. À côté de ça, on a une communication qui est plus lente. Et cette communication se fait via un outil qui est un Kanban. On utilise Trello. Qui ne connaît pas? Je vais faire dans ce sens-là. OK. C'est un outil de gestion des projets et des tâches Trello, je vais le marquer. Qui permet d'avoir des petites cartes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, typiquement, on a des colonnes. On peut avoir une colonne, par exemple. En plus, il bouge. On peut avoir une colonne de choses à faire, en cours, terminées. On découpe toutes les tâches qu'il y a. Donc, typiquement, ça va être envoyer une proposition commerciale à tel client. Et quand je vois que ça passe dans telle colonne, du coup, toute la boîte est au courant que le projet avance. Et on peut voir aussi où les gens sont bloqués. Enfin, c'est une façon de communiquer, mais un peu plus lentement et par projet. Dans chaque carte ici, on peut mettre des images, des checklists, des commentaires, tout un tas de documents de type PDF, etc. Et donc, ça permet de communiquer simplement, mais plutôt par projet dans ce cas-là. À ce moment-là, on est sur des projets différents ou sur des tâches découpées. Ça, c'est notre fonctionnement de communication. Et après, on a un CRM pour la gestion de la partie commerciale. Le tout est interconnecté, c'est-à-dire que typiquement, dès qu'un contrat est signé, ça arrive dans une discussion Slack, tout le monde est au courant et voit qu'on a gagné tel deal. Et donc, c'est très transparent. Pour moi, une entreprise qui est agile, elle doit être forcément transparente, c'est-à-dire sur les chiffres, sur les projets, sur tout un tas de choses. Il faut absolument que tout soit transparent et que tout soit dit. Voilà. Sinon, les salaires, justement, c'est la question du moment.
Non, mais il n'y a pas de secret. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que les gens vont déterminer eux-mêmes leur rémunération? Est-ce que du coup, dans ce cas-là, oui, il faut que ce soit transparent. Mais voilà, cette semaine, j'ai présenté le bilan à l'ensemble de l'équipe. Je l'ai expliqué. On a passé une après-midi à le décortiquer et à le comprendre, parce que c'est important que chacun comprenne tout ça. Donc voilà. Mais pourquoi pas les salaires, oui. Enfin, ouais. On est 11 actuellement. On est 11 et on devrait tendre, j'espère, 20 d'ici un an. Actuellement en France essentiellement, mais après, l'objectif est également d'être sur l'international. C'est un des avantages de l'agilité, c'est qu'on peut croître facilement. On n'a pas de locaux, donc on n'a pas de beaux commerciaux à rompre à chaque fois. Tout est hyper souple dans le fonctionnement. Là, je vais parler un peu plus du côté financier également, mais en fait, il y a une personne qui part, on enlève les licences qui est liées à cette personne, les licences de logiciels, hein, ça va être les licences de tous les logiciels que je vous ai montrés. Ah oui, le dernier outil qu'on a que j'ai pas évoqué, c'est aussi on a un cloud et la suite Office, parce que souvent il y a des clients qui peuvent nous envoyer des trucs avec un fichier Excel ou du Word, même si en interne on ne les utilise pas, mais ça peut être utile d'avoir ces logiciels-là. Et puis un cloud pour stocker les fichiers, c'est toujours très utile aussi également, et pour pouvoir communiquer ces documents soit entre nous, soit avec l'expert comptable. Et donc je disais, sur la partie, oui effectivement, donc pas de locaux, donc on peut croître facilement, et on peut aussi imaginer d'aller sur d'autres pays facilement également. On est virtuel, donc ça nous permet d'être mouvant, c'est très utile. Quand vous embauchez quelqu'un, comment vous lui faites découvrir la culture de l'entreprise si vous ne le voyez pas? Ouais, ça c'était à améliorer. Déjà le process de recrutement, pour le comprendre. Ouais, il y a un process. Il y a un process sur le recrutement. C'est un des rares process, mais il y en a un, effectivement. Le process de recrutement, c'est donc il y a quelqu'un qui a un lead, donc il y a un héros du recrutement en question, qui va devoir faire des premiers entretiens. Je vais prendre l'exemple de la vidéo. Donc quand on a embauché David qui est derrière, François qui maîtrise plus la vidéo chez nous avait le lead sur ce recrutement-là. Donc il a publié l'annonce lui-même, il a traité, je ne sais plus combien il y avait eu, 40, 50 candidatures. Il les a traitées. Au final, il avait retenu 3 personnes, je crois, pour des entretiens. C'est ça? Ok, 3 personnes pour les entretiens. Il m'a appelé en magicien sur 2 personnes que j'ai vues. Et au final, donc il y a eu 2 entretiens. Et au final, on a retenu un entretien pour David, un entretien final. Cet entretien final, en fait, se fait alors actuellement en physique quand c'est possible, quand la personne est dans le coin, sinon par Skype, et n'importe qui dans l'entreprise peut y participer. N'importe qui y participe a un droit de veto et donc peut s'opposer au recrutement. Et ensuite, pendant toute la période de la période d'essai, je ne sais pas si ça se dit, pendant toute la période d'essai, il y a une conversation donc, sur Slack qui est ouverte et qui est fermée à l'ensemble de l'équipe, donc sauf à la personne qui vient d'être recrutée. Et n'importe qui peut également mettre fin à la période d'essai, de manière argumentée, bien sûr. Donc voilà, donc ça nécessite forcément que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, cette personne est acceptée par tous. En tout cas, personne ne s'y oppose à son recrutement. Donc le process de recrutement est très long parce que pour entrer chez nous, il faut, voilà, c'est compliqué. Et derrière, une fois que la personne est là, cette personne-là a un parrain ou une marraine qui est un référent qui vient apporter les codes de l'entreprise. Et moi, j'essaye de passer un temps avec chacun, mais ce sera quelque chose de plus en plus difficile avec le temps. Donc on va penser à des outils de communication. On n'en est pas encore là, mais voilà. Et parce que du coup, ça fait penser l'ambition de croissance d'Insaniam. Vous aurez fait x10, x100 en effectif. Oui, ça va être compliqué, mais on fera des gros séminaires. C'est la même logique, genre il y a une personne qui a un souci avec le nouvel embauché. Oui, on gardera cette logique-là, oui. Okay. Une sur 1000 et puis... Oui, mais il faut avoir un problème du coup.